Bonjour. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à la démonstration d'une propriété importante sur les nombres premiers, alors qui peut paraître évidente au premier abord. Alors c'est la suivante. Tout entier naturel supérieur ou égal à 2 admet un diviseur premier. Alors pourquoi est-ce que ça paraît évident? Parce que dans les cas concrets que l'on peut étudier, en fait, on ne se pose pas trop la question, on sait que ça va arriver. C'est très intuitif en fait. Par exemple, comme dans la vidéo précédente, si vous prenez le nombre 60, vous le décomposez, par exemple sous la forme 15 fois 4, là vous regardez 15, vous regardez 4, vous les redécomposez, etc. Jusqu'à ce qu'en fait on ne puisse plus les décomposer. Et si on ne peut plus les décomposer, c'est qu'on est tombé sur des nombres premiers. On a des diviseurs premiers. Mais en fait, dans le cadre général, ça c'est quelque chose qui doit pouvoir se démontrer. D'ailleurs, tout ce qui est évident, a priori, doit pouvoir se démontrer. Alors, on va se demander comment on va pouvoir faire. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même étudier quelques exemples pour voir quelle pourrait être l'architecture de la preuve. Alors on considère un entier n qui est supérieur ou égal à 2. Et pour ça, pour démontrer qu'il admet un diviseur premier, ce qu'on va regarder, c'est l'ensemble de tous les diviseurs de ce nombre, qu'on appelle E, auquel on va exclure 1 et n. Alors cet ensemble, ça s'appelle l'ensemble des diviseurs propres de n. L'ensemble des diviseurs propres, c'est l'ensemble de tous les diviseurs auxquels on enlève 1 et le nombre. Alors si n égale 14, alors les diviseurs de 14 sont 1, 2, 7 et 14. Donc si on exclut 1 et 14, il ne reste plus que 2 et 7. Si vous prenez 75, 3, 5, 15 et 25. Et si vous prenez 637, 7, 13, 49 et 91. Voilà. Et puis si vous prenez 11, comme 11 est premier, il n'y a pas d'autre diviseur que 1 et 11, donc l'ensemble E est vide. Alors que peut-on remarquer? La première chose, c'est qu'effectivement, si le nombre est premier, bon, ça ne sert pas grand-chose d'aller regarder ce qu'il y a dans E, mais en même temps, si n est un nombre premier, il admet nécessairement un diviseur premier, c'est lui-même. Donc la propriété, elle est évidente si le nombre est premier. Mais par contre, si le nombre n'est pas premier, c'est là que c'est un petit peu plus délicat. Et quand on regarde l'ensemble de tous les diviseurs, il se passe quelque chose, c'est que le plus petit élément qui est dans E a toujours l'air d'être un nombre premier. Et nous, c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va essayer de démontrer, c'est de démontrer que quand on regarde le plus petit élément qu'il y a dans l'ensemble des diviseurs propre de notre nombre n, et bien ce plus petit élément est toujours un nombre premier. Et donc ça nous permettra d'affirmer ici que la propriété est vraie. Alors allons-y. Donc dans un premier cas, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va évacuer tout de suite le cas où n est un nombre premier, puisque comme un entier n divise lui-même, et si n est premier, alors n admet un diviseur premier, qui est lui-même. Fin de l'histoire. Maintenant, si n n'est pas premier, la première chose qu'on peut dire, c'est que l'ensemble E est non vide. Évidemment, s'il n'est pas premier, il admet des diviseurs qui sont autres que 1 et lui-même. Et en particulier, dans cet ensemble E, il existe donc un plus petit élément que l'on va appeler petit p. Petit p est ici un nombre, et c'est le plus petit diviseur autre que 1. Oui, en tout cas, autre que 1, ça suffit. Bien. Alors, eh bien, ce qu'on veut démontrer, nous, c'est que P est un nombre premier. Parce que ce qu'on a démontré, là, s'il existe un plus petit élément dans P, ça veut dire que notre entier n, ici, admet un diviseur. Mais ce qui nous reste à démontrer, nous, c'est que ce diviseur est premier. Donc l'objectif ici, c'est de démontrer que le plus petit élément qu'il y a dans E est un nombre premier. Alors comment faire? En mathématiques, quand on ne sait pas trop comment avancer, on raisonne par l'absurde. Donc on va faire une hypothèse, et l'hypothèse est, cet élément P n'est pas un nombre premier, et nous allons chercher une contradiction, c'est-à-dire quelque chose qui va rentrer en contradiction avec une propriété déjà établie, quelque chose qui est déjà établi dans ce que vous avez sous les yeux. Alors, on va rassembler nos connaissances. Nous, ce qu'on sait, c'est que ni n ni p ne sont des nombres premiers. Donc s'ils ne sont pas des nombres premiers, on peut les décomposer. J'ai décomposé n sous la forme p fois q et p sous la forme d fois r, où p, q, d et r sont des nombres entiers
qui ici sont tous différents de 1. On peut même dire qu'ils sont tous strictement supérieurs à 1. En effet, s'il y en a un qui est égal à 1, l'autre ce sera égal à n, et du coup ça va pas du tout, on n'est pas du tout dans la bonne décomposition qui nous intéresse. Bien, donc on sait qu'on a le droit d'écrire ça. Mais vous voyez ici P, on sait qu'il est égal à D fois R. Donc je peux réinjecter D fois R dans cette égalité. Ce qui me donne N égale D fois R fois Q. Alors ça, qu'est-ce que ça signifie? Ce qu'on peut en dire, en tout cas, c'est que, puisque N s'écrit sous la forme D fois un nombre entier, D est un diviseur de N. Donc, le nombre D, lui, il appartient à cet ensemble E. Puisque D est un diviseur, D appartient à E. D est un élément de E. Ça, je peux l'affirmer. Mais ici, là, D étant un diviseur de P, D, lui, il est strictement inférieur à P. On a dit qu'aucun des deux ne pouvait être égal à 1. Donc D, lui, est strictement inférieur à P. Et notre contradiction, nous l'avons sous les yeux. Nous l'avons sous les yeux, pourquoi? Parce qu'ici, il est écrit que le plus petit élément qui est dans E s'appelle P. Et nous, on a trouvé un élément dans E qui s'appelle D, et D est strictement inférieur à P. Et ça, c'est pas possible, parce que P est censé être le plus petit qui soit dans E. Donc, c'est une contradiction avec ce qui est écrit ici en rouge. À partir du moment où nous avons trouvé une contradiction, cela signifie que l'hypothèse formulée est nécessairement fausse. Et si l'hypothèse est fausse, ça signifie que P est un nombre premier. Et donc on a bien prouvé la seule chose qui nous restait à démontrer dans la propriété. Voilà, fin de la démonstration. Alors vous voyez, ça pouvait paraître évident, mais on peut quand même l'écrire et on peut quand même le démontrer. Alors on peut aller un petit peu plus loin, on peut préciser cette propriété, et alors on peut démontrer une autre propriété qui est la suivante. Tout antinaturel qui n'est pas premier, qui est supérieur ou égal à 2, admet un diviseur premier, ça on le sait, mais en fait, on est absolument certain qu'il en existe un qui est inférieur ou égal à la racine carrée du nombre n. Alors ça veut dire que notre entier naturel, enfin notre diviseur premier, là, on est sûr qu'il en existe un qui est relativement petit quand même par rapport au nombre. Alors ici, ce qui a changé dans la propriété, d'accord, c'est que l'antinaturel n'est pas premier, d'accord. Alors, comment va-t-on faire? Donc ici, on va considérer un entier n, nombre premier supérieur ou égal à 2, et P, c'est le plus petit diviseur premier de n différent de 1. Alors, je peux affirmer qu'un nombre P existe d'après la propriété précédente. On sait qu'il existe un plus petit diviseur premier qui est différent de 1. Alors, qu'est-ce qu'on peut écrire? N étant nombre premier, il s'écrit sous la forme P fois Q, où P est le plus petit diviseur de n différent de 1, et P est premier. Alors, ce qu'on sait, c'est que ni P ni Q ne sont égaux à 1, et on sait que P, lui, est inférieur ou égal à n. Alors pourquoi? Parce que ici, P et Q sont tous les deux des diviseurs de n, mais P est le plus petit, donc nécessairement Q est plus grand que P. Donc ça s'écrit aussi P est inférieur ou égal à Q. Bien, alors ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que P est inférieur à Q. Alors, si P est inférieur à Q, qu'est-ce que je peux dire? Je peux faire une petite manipulation. Et je peux multiplier par P à gauche et à droite dans chacun des membres, sans que ça change l'ordre, parce que P est positif. Donc ça va s'écrire, P au carré est inférieur à P fois Q. Là, j'ai multiplié par P, et là, j'ai multiplié par P. Mais tout de suite, là, je vois apparaître PQ. Or, PQ, je sais que c'est égal à N. Donc ça signifie que P au carré est inférieur à N. Et en prenant la racine carrée, P est inférieur à la racine carrée de n. Bien. Alors, ça peut paraître anodin, mais ça va avoir des grandes implications, en fait, quand vous allez chercher à démontrer qu'un nombre est premier ou n'est pas premier. Pourquoi? Alors, prenons deux exemples.
Et on se demande, voilà, sans calculatrice, si les nombres 91 et 97 sont des nombres qui sont premiers. Alors, si jamais ils ne sont pas premiers, on sait qu'il existe un diviseur premier qui est inférieur ou égal à la racine carrée de n. Alors on va regarder la racine carrée de ces deux nombres-là. La racine carrée de 91, c'est environ 9,54. De 97, c'est environ 9,85. Donc si jamais ils ne sont pas premiers, ils admettent nécessairement un diviseur premier qui est inférieur ou égal à 9. Donc ça veut dire que moi, si je veux aller chercher, si je veux démontrer que ces nombres sont premiers, il suffit juste que je me demande si la liste des nombres premiers inférieurs à 9, c'est-à-dire 2, 3, 5 ou 7, divise 91 ou divise 97. Parce que je sais, la propriété me dit, si 91 ou si 97 est premier, il y a forcément un de ces nombres-là qui divise 91 ou 97. Il y a un diviseur premier inférieur à environ 9. Donc je vais aller chercher. Alors 2 ne divise ni 91 ni 97, puisque ces deux nombres-là sont des nombres impairs. Pour savoir s'ils sont divisibles par 3, un bon critère, c'est d'additionner les chiffres. 9 et 1, ça fait 10, c'est pas divisible par 3. 9 et 7, c'est égal à 9 et 7, c'est égal à 16, et qui n'est pas divisé par 3 non plus. Donc 3 ne divise ni l'un ni l'autre. Est-ce que ces nombres sont divisibles par 5 ? Non, ça se termine ni par 0 ni par 5. Ok. Et ensuite par 7. Alors par 7, il y a peut-être des gros malins qui ont vu que 91, c'est 70 plus 21. Donc c'est 7 fois 10 plus 7 fois 3. Donc ça fait 7 fois 13. Alors évidemment, si on avait vu que 91 était égal à 7 fois 13, c'était pas la peine de faire tout ça. C'est juste pour faire le parallèle. Donc 91, c'est 7 fois 13. Et alors, si je veux le suivant qui est dans la table du 7, ce sera 7 fois 14, et ça ferait 98. Donc 7 ne divise pas 97. Donc qu'est-ce que ça signifie ? Bon, ça signifie que 91 n'est pas premier, puisqu'ici vous pouvez le décomposer. Mais puisque 97 n'est divisible ni par 2, 3, 5 et 7, il ne peut pas être premier. Parce que s'il n'était pas premier, il y aurait forcément un de ces 4-là qui le diviserait, d'après la propriété qui est en bleu ici. Donc vous voyez, pour démontrer qu'un nombre est premier, c'est pas la peine de faire des centaines de tests. Ici, il suffisait juste d'en faire 4. Ce qui est quand même beaucoup plus pratique d'un point de vue algorithmique. Voilà. Prochaine vidéo, on va démontrer que l'ensemble des nombres premiers est fini ou infini. On verra.